Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qui est un peu sur toutes les lèvres quand on parle de data dans les entreprises et qui est celle de l'internalisation et de son pendant évidemment, qui est celui de l'accompagnement, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent internaliser et évidemment continuent quand même de se faire accompagner. Alors moi, je vous parle en fait de ce sujet-là du point de vue de quelqu'un qui accompagne les entreprises et qui veut partager aujourd'hui les enseignements qu'on a pu tirer au fil des années, à force d'accompagner les clients en fait, sur qu'est-ce qui répond le mieux à leurs besoins, comment est-ce qu'on peut au mieux les accompagner, et quand est-ce qu'en fait la solution de l'internalisation est souhaitable et faisable, et quand est-ce qu'on se rend compte qu'en fait aujourd'hui il y a encore vraiment besoin d'être accompagné en fonction des étapes et de la maturité des entreprises. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est un peu sur la data Bon, je vous apprends rien, je pense que tout le monde en est convaincu ici. La data, c'est considéré comme un levier de croissance, mais aussi, revers de la médaille, un potentiel de disruption majeur dans toutes les industries. Ce que vous voyez là, c'est un peu la terreur des retailers aujourd'hui dans bien des domaines. C'est un des entrepôts d'Amazon. C'est pas super glamour, mais ça fait quand même peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? Il y a ces statistiques qui sont sorties notamment par McKinsey en 2017 sur le fait que d'ici à 2055, plus de la moitié des tâches professionnelles seraient automatisées, et une grande partie de cette automatisation est attendue du fait des progrès autour de l'exploitation de la donnée et de l'intelligence artificielle. Alors, les acteurs qu'on va appeler digital native, disrupteurs, qui ont su tirer parti de la donnée pour se tailler la part du lion sur bien des marchés. Bon, là, je viens d'en citer un, c'est Amazon. On les appelle souvent les GAFA. Mais au-delà des GAFA, en fait, les communications aujourd'hui, si on lit la presse, se multiplient dans toutes les industries de la part de toutes les grandes entreprises, quel que soit leur marché, autour des cas d'usage avancés qu'ils auraient mis en production, qu'ils auraient testés, qu'ils auraient déjà en fait industrialisés au service de leur expérience client, qui d'un nouveau produit innovant, qui des gains d'efficacité. Alors en fait, aujourd'hui, si on fait un pas en arrière et qu'on va au-delà des communications, où est-ce qu'on en est vraiment sur la maturité data aujourd'hui? C'est important d'en parler pour finalement pour nourrir la réflexion qui va suivre. Aujourd'hui, on se rend compte que la data et les sujets d'intelligence artificielle, comme on les appelle, c'est des sujets dont l'importance est reconnue. Ils sont reconnus parce que c'est aujourd'hui considéré comme un sujet qui est d'importance de niveau COMEX, donc comité exécutif, les boards des grandes entreprises. C'est Forrester qui nous le rappelle, ont pris conscience de ces sujets et considèrent aujourd'hui que même s'ils n'ont pas un Chief Data Officer ou un Chief Intelligence Officer qui siège au COMEX, les sujets data ont une importance de leur niveau. Ils se rendent compte qu'en fait, aujourd'hui, la révolution digitale, c'est une révolution de la data. Et du coup, il n'y a pas vraiment de transformation digitale sans une transformation qui soit data-centrique, apprendre à travailler avec la data dans tous les métiers, pas seulement dans des expertises isolées. Donc c'est vraiment un sujet de transformation majeur. Et en même temps, comme le rappelle une étude de PricewaterhouseCoopers sur les PDG qui font tous les ans, il y a un écart qui demeure très vaste et très profond, donc vaste sur tous les domaines, profond parce que ça fait vraiment une grosse différence entre les promesses que tout le monde en fait voit dans l'usage de la data et l'intelligence artificielle et concrètement les réalisations. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on a cet écart-là? Le premier constat qu'on fait, et c'est un de nos sujets aujourd'hui, c'est qu'il y a une pénurie de talent. Une pénurie de talent, il y a 55% des PDG dans cette même étude qui sont très inquiets, qui se disent très inquiets quant à la disponibilité des compétences dont ils vont avoir besoin pour tirer parti de la donnée. Il y a une pénurie de données, puisque 95% de ces mêmes PDG considèrent qu'ils n'ont pas accès à la donnée dont ils ont besoin pour tirer parti juste autour de la connaissance de leurs clients. Donc on ne parle même pas ici d'optimisation logistique, on parle vraiment de la connaissance client. Donc une pénurie de talent, une pénurie de données, et aussi une pénurie du coup d'impact stratégique, puisqu'on se rend compte que plus de la moitié des PDG interrogés, donc c'est au niveau monde, n'ont pas produit ou introduit d'initiatives d'intelligence artificielle dans leur entreprise. Et en plus de ces 51%, on a 39%
qui l'ont fait, mais uniquement sur des sujets tactiques, ou alors avec des usages qui sont encore extrêmement limités, qu'on peut considérer comme des proof of concept, des POC. Donc c'est un mot qui devient un peu la hantise aujourd'hui des Chief Data Officers. Le POC, encore un POC, quand est-ce qu'on passe en production? En fait, au-delà des constats qui sont génériques un peu sur le marché, nous, en accompagnant nos clients, on s'est un peu rendu compte chez Sapient qu'il y a vraiment 4 défis majeurs pour réussir des investissements dans la data, et que du coup, en fonction des défis, on n'ira pas nécessairement mobiliser le même type d'accompagnement, on n'aura pas nécessairement les mêmes besoins et les mêmes capacités non plus d'internalisation. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de creuser un peu ces 4 défis-là et de les éclairer deux par deux, un peu à la lumière de 2 cas clients particuliers. Il y en a un qui est vraiment un cas de transformation et un autre qui est un cas d'invention d'un nouveau business model. Alors le premier défi, c'est celui de mettre la data au service du business. Aujourd'hui, on va le voir, hein, c'est vraiment souvent là que le bât blesse. Le deuxième défi, c'est celui d'avoir des manières de travailler, des process et une gouvernance qui sont adaptés au fait de travailler avec la data, au fait d'en tirer parti à l'échelle sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça aussi, ça demande une certaine transformation. Le troisième défi, et ça c'est plus une question finalement que chacun doit se poser, c'est un groupe d'enjeux, c'est est-ce qu'il faut investir sur ces compétences de pointe? Et par compétences de pointe, ça sert dans certaines entreprises, c'est du DevOps, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est aussi est-ce que le deep learning, c'est quelque chose qui concerne mon business aujourd'hui? Moi, je ne suis pas un expert data, comment est-ce que je peux savoir ça? Est-ce que ce n'est pas juste la courbe du hype, on n'est pas juste au sommet de la vague? Et puis finalement, le passage à l'échelle, qui est un peu le dernier défi. Vous avez recruté des talents, vous avez mis au service de votre business, ils travaillent d'une manière efficace. Comment est-ce qu'on s'assure derrière de passer à l'échelle pour justement garantir ce résultat? Donc le premier défi, mettre la donnée au service du business. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce que globalement la data apporte de la valeur? Il y a un peu 4 façons qu'on peut distinguer. La data, elle peut informer la stratégie, elle peut informer les décisions stratégiques. Donc c'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de stratégie au niveau COMEX, en proposant des insights, une meilleure connaissance client, une meilleure compréhension du business, de où est-ce qu'on perd de la valeur, mais où est-ce qu'on peut en apporter aussi. Elle peut aider, et ça tout le monde l'a souvent en tête, à piloter l'opérationnel, pas nécessairement avec des applications du prédictif, même si c'est un mot qui évidemment a aussi le vent en poupe depuis ces dernières années, mais tout simplement en permettant de mesurer l'impact et l'avancée des projets qu'on fait. Elle va permettre d'automatiser des process internes pour gagner de la valeur et pouvoir se concentrer sur ce qui a de la valeur. Et puis elle va permettre d'améliorer l'expérience client. Alors, pour répondre à tous ces enjeux-là, finalement, il y a un profil en particulier dont les entreprises ont besoin, et c'est un article de la HBR, donc la Harvard Business Review, qui appelle ça les Analytics Translators. En fait, c'est les gens qui vont faire le pont entre le business et la data, et les experts techniques. Quel profil est-ce qu'ils ont? La première chose, c'est qu'ils ont des connaissances métiers, c'est très important. En fait, ils sont capables d'identifier les projets qui vont avoir de la valeur, ou les projets sur lesquels la data spécifiquement va pouvoir apporter de la valeur. Ils vont avoir le réflexe et la capacité à mesurer leur ROI. Ils vont pouvoir savoir quels sont les KPI, donc quelle grandeur mesurable on va pouvoir utiliser pour faire la preuve de leur valeur. Et en fait, pour faire ça, ils ont généralement une connaissance un peu approfondie quand même de leur domaine, de leur industrie et de leur entreprise. La deuxième chose qui est assez évidente, c'est qu'ils ont des connaissances techniques. Ils ne sont pas forcément des experts de pointe sur leur sujet. Par contre, ils ont généralement une formation scientifique qui leur permet pas seulement de naviguer entre les termes techniques, mais aussi d'orienter les sujets, de donner le cap pour certaines analyses et d'interpréter les résultats pour les traduire, justement, d'où ce terme-là, pour des fonctions business qui sont très, très éloignées de ces sujets-là. Il y a des problématiques de gestion de projet qui se posent assez rapidement. Dans tout projet data, on en parlera un peu plus loin. L'idée, c'est que ces profils-là doivent être capables de mener un projet et de connaître un peu les biais un peu systématiques qui peuvent entraver la progression des projets data. Et la dernière caractéristique, c'est un esprit un peu entrepreneurial, et ce qu'on veut dire ici par entrepreneurial, c'est cet esprit d'initiative qui va permettre d'aller naviguer politiquement les organisations, trouver des sponsors suffisamment haut placés pour assurer le succès des projets data, et finalement savoir les convaincre aussi. Alors le deuxième enjeu, en fait, donc juste
on estime qu'on aurait besoin de 2 à 4 millions de ces profils-là juste aux États-Unis d'ici 2026. Je pense que pour l'Europe, on sera un peu à la traîne en termes de nombre d'années, mais 5 ans plus tard, on sera probablement dans les mêmes proportions. Alors le deuxième défi, des process adaptés. L'idée, c'est qu'en fait, suivant le degré de maturité organisationnelle d'une entreprise sur la data, on ne va pas avoir les mêmes besoins et les mêmes capacités d'internalisation. On peut considérer qu'il y a un peu 4 niveaux. Le premier, souvent, c'est le tout début. Il y a quelques experts data qui sont un peu dispersés dans l'organisation. Ils ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Les équipes métiers sont complètement inégalement desservies. On ne sait pas trop où sont les experts data. Dans un deuxième temps, souvent les entreprises commencent par se structurer avec un centre d'excellence, donc un hub qui va contenir en fait des experts qui sont reconnus, qui seront connus aussi au sein de l'entreprise et du coup qui seront plus sollicités. Et ce hub, en fait, ce qui est important, c'est qu'il ait une roadmap, généralement qui sera gouvernée en haut lieu, avec du coup une vraie vision de à quoi doit servir la data dans l'entreprise. Après cette première étape, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce qu'on va appeler des spokes, donc en fait des lieux de besoins bien spécifiques et plus importants qu'ailleurs au sein de l'entreprise. Et donc, en fait, on va toujours avoir ce centre névralgique d'excellence, mais il sera surtout là en fait, pour irriguer le travail des experts qui seront, eux, intégrés directement au sein des équipes métiers. Les entreprises les plus matures aujourd'hui travaillent plutôt sur ce qu'on appelle un hub and spoke multiple, où en fait on va avoir un gros centre d'excellence. On peut penser à Google Brain, Google DeepMind, mais on va aussi avoir dans toutes les business units, et évidemment on imagine bien que ça demande beaucoup de gens, beaucoup de compétences. Dans chacune des business units, en fait, il va y avoir un certain nombre d'experts data qui seront profondément intégrés au métier, qui seront toujours nourris par ce hub central. Et il y aura une certaine décentralisation dans la priorisation des roadmaps qui pourra être effectuée au niveau local, dans les différentes business units, ce qui donne une grande flexibilité et une grande capacité à innover au niveau local. Alors en fonction de ce niveau de maturité, évidemment, on n'a pas les mêmes capacités d'internalisation. Quand on est au niveau dispersé, en fait, le premier objectif, souvent, c'est de recruter des talents qui sont autonomes et opérationnels rapidement, puisqu'il n'y a pas grand monde pour les encadrer. Et pour pouvoir passer à la mise à niveau, en général, on cherche quelqu'un qui va être capable de les relier, justement, et de les animer, de créer une communauté à partir de ces gens dispersés. Ça, c'est les enjeux de recrutement et d'internalisation. Les enjeux d'accompagnement, souvent, ça va être la mise en place des enablers techniques qui vont permettre à tous ces experts qui, dans un premier temps, sont très dispersés, au moins de travailler dans les bonnes conditions et de ne pas se heurter en fait, à l'absence de data lake, par exemple, à l'absence de données, à l'absence de capacité de compute. Quand on est déjà structuré en centre d'excellence, la problématique ici, ça va être recruter des profils experts pour donner une légitimité technique à ce centre d'excellence, évidemment, et renforcer des profils de mise en production, puisqu'on va commencer à vraiment pouvoir se donner les moyens de créer des outils internes qui vont irriguer l'ensemble de l'écosystème. On va recruter donc des profils aussi qui seront plus à l'interface entre les métiers et la data, puisqu'on commence à avoir des équipes suffisamment vastes en fait, pour faire ces interfaces-là. Souvent, dans ces cas-là, on a besoin d'un accompagnement quand on commence à avoir un hub centralisé sur la roadmap pour prioriser les enjeux, pour s'assurer qu'on obtient cet assentiment du COMEX aussi, ce sponsorship qui est extrêmement important, puisqu'on commence à parler d'outils transverses. Et c'est ce qui va permettre finalement de passer derrière, de piloter ce centre d'excellence. Alors une fois qu'on a ce centre d'excellence et qu'on passe en hub and spoke, là les enjeux changent un petit peu. Le recrutement continue en fait, ou alors soit recrutement, soit formation des talents data qui vont commencer à avoir des dominantes métiers spécifiques. Donc ça c'est quelque chose qui peut se faire de manière organique par le travail justement de plus en plus intégré avec les équipes métiers, ou alors par le recrutement de personnes qui sont des experts en logistique, qui sont des experts en churn si jamais c'est vraiment la problématique centrale d'une entreprise. Souvent, en fait, dans ces cas-là, l'accompagnement, ça va être un accompagnement sur les manières de travailler pour essaimer des manières plus agiles, plus adaptées justement au projet data au sein de l'entreprise, notamment avec les métiers, mais aussi potentiellement un accompagnement sur ce passage justement au mode hub and spoke avec des expertises data qui sont de plus en plus intégrées avec les expertises métiers. Donc potentiellement, l'objectif, c'est de favoriser la maturité de ces spokes, en fait.
Alors une fois qu'on est en mode hub and spoke multiple, j'ai envie de dire en général, on est soi-même souvent capable d'accompagner d'autres entreprises. On continue en fait à recruter des talents de pointe pour tirer la communauté vers le haut, pour être capable de recruter de plus en plus de talents, parce qu'à ce stade, on a des gros besoins de recrutement. Et la question, ça va être, on va potentiellement encore pouvoir avoir besoin de se faire accompagner si jamais il y a une expertise vraiment pointue, vraiment spécifique, sur laquelle on a un défi particulier à relever momentanément, mais qui ne nécessite pas nécessairement un investissement de long terme. Je parlais tout à l'heure de cas clients, je voulais juste vous raconter un peu ce qu'on a fait sur Carrefour. Leur enjeu à eux, c'était de gérer la grande quantité d'informations et de données qui étaient déjà produites et d'insights qui étaient déjà produites en fait, par leur centre d'excellence. Et l'objectif, c'était d'être capable de piloter ça dans le cadre d'un grand programme de transformation et de refonte de la plateforme e-commerce. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'on a mis en place une gouvernance des insights. Et là, quel était l'enjeu? C'était synthétiser et sélectionner les insights et leur donner une dimension stratégique. Donc on voit bien le rôle de ces traducteurs, formuler des recommandations qui étaient actionnables et animer et aligner la communauté des décideurs. Je vais aller assez rapidement. La question de l'investissement sur les compétences de pointe, en fait, il est évidemment lié à la problématique des outils et des sujets qui sont toujours en permanente mutation. Donc ça, c'est la vague un peu du hype de Gartner. Et finalement, sur la problématique du passage à l'échelle, l'idée globale, c'est que pour éviter le POC sans fin, il faut quatre choses qui sont importantes. Des équipes qui sont autonomes, des métiers qui sont impliqués, l'acceptation qu'on doit commencer petit par des MVP, et puis évidemment une gestion derrière intelligente du projet. Un point rapide sur un autre projet dans lequel en fait, on a pu faire l'expérience de ces manières de travailler sur un projet qui était vraiment démarré du départ, puisque l'objectif c'était que pour Renault de créer à partir de rien un produit innovant qui était différent de leur métier qui a maintenant 120 ans. Et l'idée là, c'était quoi? C'était d'avoir des experts qui soient justement capables d'innover de manière agile, qui soient capables d'accélérer, donc d'avoir des compétences en plus sans handicaper le run, puisque c'est toujours un problème quand on innove. Et enfin, avoir une expérience multiplateforme approfondie, et ça demande des gens qui ont une expérience longue pour être capables de donner un accompagnement sur les outils. Donc en conclusion, il y a 4 caractéristiques pour un bon partenaire data. Il faut que ce soit un partenaire business qui vous accompagne sur les KPI, sur les insights, en fait, derrière, sur les mesures du ROI. On parle là, justement, de ces fameux Analytics Translators. Il faut que ce soit des personnes qui vous accompagnent là-dessus, parce qu'on l'a vu, quel que soit le niveau de maturité, il va y avoir ce besoin-là à un moment donné. Il faut que ce soit des acteurs du changement, puisque l'objectif, ce n'est pas de passer enfin au niveau de maturité supérieure, c'est quand même de grandir de manière continue. Et cette croissance, elle demande toujours un grand changement dans les mentalités qui n'est pas forcément facile. Donc il y a un besoin de partager des best practices, il y a un besoin d'avoir une vision aussi de la gouvernance. Évidemment, dans certains sujets, et on a vu lesquels, dans certains cas, en fait, on va avoir besoin aussi d'experts de pointe qui vont vous permettre d'accélérer, voire de former vos équipes sur des sujets qui n'étaient pas jusqu'à présent adressés et que vous n'avez pas forcément besoin d'adresser sur le long terme via le recrutement en interne d'un expert sur ce sujet-là. Et enfin, important, des équipes qui en fait maîtrisent les manières de travailler qui sont adaptées à la réussite des projets data. Et ça veut dire une approche end-to-end dès le démarrage, et ça veut dire aussi, on l'a vu tout à l'heure, un démarrer petit pour s'assurer qu'on a un time to market assez court. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, tout à l'heure, tu parlais sur le dernier modèle, le Hub and Spoke global, machin, et tu mettais au centre, par exemple, chez Google, Google Brain, Google DeepMind, qui finalement a un gros problème aujourd'hui, qui est qu'ils n'arrivent pas à générer de valeur, justement, et qu'il y a plein de questions autour de ça. C'est vrai que c'est un exemple un peu particulier, j'aurais peut-être pas dû le citer. C'est pas le meilleur exemple de hub. Disons qu'il a l'avantage de servir à recruter des talents, d'être extrêmement visible, ce qui est quand même très important pour Google aujourd'hui, puisque certes, ils ont déjà plein de candidatures, mais ça reste toujours le moteur quand même de leur valeur, ce sont leurs personnes. Effectivement, leur problème, c'est qu'en fait, ce hub est en train de se transformer en un petit spoke sur le côté.
Et c'est aussi pour ça, généralement, qu'il y a toute cette problématique de gouvernance qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est pour ça que j'en parle aussi à la fin. C'est que quel que soit le niveau de maturité, la question de la manière dont on priorise les sujets et dont on diffuse la connaissance et les cas d'usage au sein de l'entreprise, elle restera toujours centrale. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'aurais une question sur la valeur qui n'est pas trouvée entre les métiers, les entreprises et les experts data. Vous, en tant qu'accompagnateur, si vous accompagnez des entreprises qui ont des métiers spécifiques, notamment dans le B2B, comment faites-vous? Est-ce que vous allez chercher des experts métiers qui ne connaissent pas la data? Vous avez des experts data qui ne connaissent pas les spécificités des métiers, particulièrement en B2B. Je dirais que cette problématique du lien entre les experts métiers et la data, c'est une problématique qui est difficile à résoudre autrement que par la pratique, au sens où la première chose que n'importe quel data scientist va faire quand il doit travailler sur un nouveau produit, c'est faire un vie-ma-vie avec les métiers qui vont exploiter ce produit. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas que les experts data chez Sapient, il y a aussi des experts par verticale, des personnes, des business consultants, en fait, dont l'expertise, justement, c'est le business model d'une industrie particulière, qui peut être du B2B ou du B2B2C, qui est également très complexe. Et en fait, qui vont travailler main dans la main et qui ont l'habitude de travailler main dans la main sur ces sujets-là. Donc je dirais qu'il y a deux solutions, en fait. Enfin, il y a deux manières pour nous de résoudre ce genre de problématique-là. La première, c'est la colocalisation et le partage de pratiques, en fait. Et ça, du coup, c'est l'expérience. Et la deuxième, c'est des binômes avec des personnes qui, pour le coup, sont des experts de ces sujets-là. Justement, l'expertise métier, c'est des années, donc ça prend du temps. Oui, ces experts-là, quand on les recrute pas en sortie d'école, c'est sûr. Donc, alors ces experts-là, quand vous les recrutez, n'ont pas de connaissances spécifiques particulières en data? Ça dépend desquels, mais effectivement, c'est plus difficile à trouver. Donc en fait, il y a une éducation réciproque à faire, c'est certain. Merci beaucoup.